C'est très intéressant, là. Je lis un article sur l'électricité et la vie, le déploiement de l'électricité et son lien avec la vie et le vivant. Et donc dès le tout début, ils avaient remarqué qu'il y avait des effets néfastes. Donc en 1746, dès les premières découvertes liées à l'électricité en Europe, avec cette petite boule avec l'électricité statique là, on a vu qu'il y avait souvent des réactions, des céphalées, des saignements de nez, des fatigues. Ils appelaient ça l'expérience de Leyde, L-E-Y-D-E, avec ce globe en verre. Et donc à ce moment-là naquit tout un nouveau domaine de connaissances concernant les effets biologiques de l'électricité sur les gens, les plantes, les animaux. Et les connaissances étaient bien plus vastes que nos médecins contemporains les ont actuellement. Donc ils ont remarqué les effets rarement positifs et souvent négatifs de l'application de tensions électriques aux organismes vivants. Et on a remarqué que les symptômes, c'était les symptômes actuels de l'électrosensibilité, connus aujourd'hui comme céphalée, vertige, nausée, confusion mentale, fatigue, dépression, insomnie. Un peu sûrement ce que moi j'ai en étant couvert partout. Quand tu regardes le nombre de Wi-Fi, de réseaux Wi-Fi qui sont autour de chez toi, là en ville, mais t'en as 15, 20, quoi. T'es dans un micro-ondes, quoi. On avait aussi observé que certains individus réagissaient fortement aux changements de météo, souvent corrélés à des modifications électriques de l'atmosphère. Certains de ces sujets sont connus jusqu'à nos jours, comme Christophe Colomb, Dante, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Goethe, Victor Hugo, Léonard de Vinci, Martin Luther, Napoléon, Mozart, Rousseau, Voltaire, etc. Donc l'histoire s'est un peu éloignée, si on veut, de cette association entre l'humain et l'électricité, hein. Donc tenir l'humain comme part intégrante, les êtres vivants comme part intégrante de l'électricité, puisqu'on est des êtres électriques. Et ça, c'était l'optique de Luigi Galvani. Et il y a eu toute l'autre optique, qui est l'autre vision, qui est la vision de Volta, qui était celle qui, du coup, va pouvoir, création des piles, et il y avait un business, donc on a choisi celle-là. Elle a eu gain de cause contre la vision plus globale de l'interaction entre l'électricité et le vivant. Donc dès la fin du 19e siècle, les paysages des villes se sont métamorphosés avec l'installation de lignes de télégraphe partout dans les pays industrialisés. Alors, ils disent que c'est à ce moment-là que sont arrivés les courants vagabonds, comme ils appellent ça, auxquels le vivant fut exposé. Et on vit alors apparaître des maladies de civilisation telles que la neurasthénie, dont furent affectés Frank Lloyd Wright et Theodore Roosevelt, parmi tant d'autres personnalités. Signalons au passage que la neurasthénie s'apparente de très près à l'électro-hypersensibilité, le terme plus moderne. Et les télégraphistes, employés à manipuler le courant électrique envoyé dans les lignes, ont donc été exposés à des champs électromagnétiques importants et furent frappés du mal télégraphique, comme on appelle ça, pour la moitié d'entre eux environ. Encore une fois, les symptômes étaient les mêmes que ceux de l'électrosensibilité. L'hyperélectrosensibilité. Plus tard, en 1915, ce furent les téléphonistes qui seront confrontés aux mêmes symptômes car exposés durant de longues heures aux champs électromagnétiques des communications devant leur pupitre. Donc par exemple, en 1989, il fut noté qu'à Winnipeg, 47% des opérateurs téléphoniques étaient atteints des mêmes symptômes. Donc, mais toutefois, en 1894, un psychiatre viennois qui, au lieu de voir, il a fait peut-être une étude qui devait arranger certains arrangements, qui disait que la cause était extérieure, que c'était pas de la pollution électromagnétique. C'est ça, au lieu de voir la cause extérieure de la pollution électromagnétique, il attribue les symptômes de tout ce que je viens de dire là à des pensées désordonnées ou des émotions mal contrôlées. Donc ainsi, on médicalise des millions de citoyens affectés par le smog électromagnétique au lieu de réduire leur exposition à ce polluant. Et Sigmund Freud renomma la neurasthénie, ce qui est à l'origine, dont on connaissait bien l'origine électrique, en névrose d'angoisse, ou en attaque d'anxiété, ou encore en attaque de panique. Ainsi, le déploiement sans précaution de l'électrification put continuer sans entrave. A noter qu'en Russie, la neurasthénie est listée comme une maladie environnementale, car la redéfinition abusive de Freud fut refusée. Intéressant. Alors ensuite, il y a des tests qui ont été faits sur les êtres vivants, les animaux, les plantes, et ils ont vu que la circulation de la sève, par exemple, dans une plante était ralentie lorsque celle-ci était irradiée par
un signal radio, et même à distance. Il arrivait à faire que la plante retarde sa croissance durant le temps de l'émission. Donc un signal radio de 30 MHz à 200 mètres de distance. Et puis ils disent ici que voilà, les signaux de 3 microampères étaient suffisants pour faire réagir. Après, voilà, il y avait des variations, mais... Alors c'est intéressant, ils disent que dans les années 1880, Londres fut alimenté en courant continu. Mais bon, ils ont découvert que voilà, le courant alternatif générait moins de pertes dans les fils, donc il y a une bataille. Et puis malgré les effets dangereux du courant alternatif, dont Edison lui-même les dénonçait, c'est bien celui-là qui a été utilisé dans la chaise électrique, justement, parce que c'est le plus nocif. Et puis voilà, dans l'électricité de tout le monde maintenant. Donc en 1889, l'électrification à grande échelle débuta aux États-Unis et en Europe. Cette même année, comme par hasard, les médecins furent pris d'assaut par des malades de la grippe qui jusque-là n'apparaissaient que rarement. Les symptômes des victimes étaient bien plus neurologiques, de style neurasthénie, à l'exclusion de troubles respiratoires. Cette pandémie dura 4 ans et fit au moins 1 million de morts. En 2001, l'astronome canadien Ken Tapping démontra que les 3 derniers siècles de pandémie grippale étaient corrélés à des pics d'activité solaire magnétique sur un cycle de 11 ans. Intéressant aussi, il a également été constaté que certaines épidémies de grippe se répandent sur des contrées énormes en juste quelques jours, fait difficilement explicable par la contagion de proche en proche. De même, de nombreuses expériences liées à la contagion de proche en proche par contact, par projection de mucus ou autres procédés, se révélèrent infructueuses. Depuis 1933 à nos jours, les virologues ne peuvent présenter aucune étude expérimentale démontrant que la grippe se propage par contact normal entre personnes. Toutes les tentatives ont échoué. C'est intéressant, je trouve. Waouh, bon, je viens de lire le chapitre suivant, je suis obligé de vous le lire en entier. Le mystère de l'île de Wight. W-I-G-H-T. En 1904, les abeilles commencèrent à mourir sur l'île de Wight suite à l'installation d'émetteurs d'ondes radio par Marconi. Ces émetteurs travaillent sur des fréquences proches du mégahertz. De l'autre côté de la Manche, Jacques Arsène d'Arsonval démontra que les signaux électromagnétiques pointus et crochus sont beaucoup plus toxiques que les signaux sinusoïdaux. En fait, Marconi, après 1 an et demi d'expérimentation avec des émetteurs radio, en pleine santé à 22 ans, a commencé à développer des fièvres. Ces accès ne disparurent pas jusqu'à la fin de sa vie. En 1904, alors qu'il était occupé à réaliser un émetteur puissant pour des communications transatlantiques, ses fièvres étaient si intenses qu'on a pensé à la malaria. En 1905, il se maria à Béatrice O'Brien, et après leur lune de miel, ils s'installèrent sur l'île à proximité d'un émetteur. Aussitôt que Béatrice fut installée, elle nota des acouphènes. Après 3 mois, elle tomba malade d'une mauvaise jaunisse. Elle dut rentrer à Londres pour donner naissance à un bébé qui ne vécut que quelques semaines et mourut de cause inconnue. Dans le même laps de temps, Marconi passa plusieurs mois dans la fièvre et le délire. Entre 1918 et 1921, il souffrit de dépression suicidaire, alors qu'il travaillait sur un émetteur à ondes courtes. En 1927, alors qu'il était en voyage de noces de son 2e mariage, il s'effondra de douleurs thoraciques et fut diagnostiqué de graves troubles cardiaques. Entre 1934 et 1937, alors qu'il développait la technologie micro-ondes, il subit 9 crises cardiaques. La dernière le tua à l'âge de 63 ans. Sur la même île, à Osborne House, la reine Victoria fut atteinte d'hémorragie cérébrale et mourut le soir du 22 janvier 1901, juste au moment où Marconi mit en marche un nouvel émetteur à moins de 20 km de là. Intéressant, hein. Attention, retenez les hémorragies cérébrales, ça va revenir plus tard. En 1901, il n'y avait que 2 émetteurs, alors qu'en 1904, il y en avait 4, faisant de cette île l'endroit le plus irradié de la planète, ne laissant plus aucune place aux abeilles pour survivre. En 1906, donc 2 ans après, une enquête fut menée pour constater que 90% des abeilles avaient bel et bien disparu sans raison apparente. De nouvelles colonies furent apportées sur l'île, mais celles-ci succombèrent également en 1 semaine. Cette épidémie se propagea à travers l'Angleterre, puis à travers le monde occidental pour se stabiliser peu à peu, jusqu'à ce que les armées s'équipent de divers émetteurs radio de haute puissance,
vers la fin du premier conflit mondial en 1918, provoquant, comme on l'a vu ci-dessus, la pandémie de grippe espagnole, qui en réalité débuta aux États-Unis, dans la Naval Radio School de Cambridge, au Massachusetts, avec 400 cas. Cette épidémie se propagea rapidement à 1127 militaires au camp Funston au Kansas, où on avait introduit les connexions sans fil. Ce qui intrigua les médecins fut que 15% de la population civile était affectée de saignements de nez, alors que 40% de la Navy en souffrait. D'autres saignements apparurent également, et un tiers des morts l'étaient par hémorragie interne des poumons et du cerveau. Ça revient, vous voyez ? En fait, c'est la composition du sang qui était modifiée, mesurée par le temps de coagulation plus que doublé. Ces indications jurent avec les effets des virus respiratoires de la grippe, mais sont totalement cohérents avec les effets néfastes de l'électricité. Intéressant. Une autre incohérence était que les victimes étaient pour 2/3 des jeunes en bonne santé. Encore un symptôme atypique de la grippe. Le pouls descendait à des valeurs de 36 à 48, alors que ce genre de situations sont courantes lorsqu'on est exposé aux champs électromagnétiques. Ainsi, certains purent être soignés par des administrations massives de calcium. Le docteur militaire George A. Soper témoigna que le virus se propageait plus vite que la vitesse de déplacement des personnes. Différentes expériences furent menées pour contaminer des sujets de proche en proche par contact direct ou inoculation de mucus ou de sang sans pouvoir démontrer la contamination. On observe que chaque nouvelle pandémie de grippe correspond à une nouvelle avancée technologie électrique. Comme la grippe asiatique de 1957 à 58, subséquente à l'installation d'un puissant système de surveillance par radar. La grippe de Hong Kong dès juillet 1968, subséquente à la mise en service de 28 satellites militaires de surveillance spatiale à la hauteur des ceintures de Van Allen nous protégeant des rayonnements cosmiques. Voilà, ça c'est la fin du... ce chapitre est balèze. Voilà. Je crois que ça permet de bien comprendre pas mal de choses par rapport à ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si vous voulez la suivre aussi, concernant la mise en place de la 5G et des satellites qui s'intensifient là, pendant l'épidémie de Corona, qui s'intensifie et qui est déjà en beaming, qui bombarde déjà, et qui nous fout dans un micro-ondes. Ils ont déjà fait les premières connexions l'année passée. Donc voilà, et ça ne s'arrête pas. Je crois qu'il y a l'organisme qui attribue l'espace de la planète à des sociétés privées, comme celle il y en a plusieurs, dont Elon Musk, qui déploie à toute allure. Boum, 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 ça déploie. Et donc là, on est mal... voilà. Selon moi, voilà, mon ressenti, on est mal barré. Mais bon, à vous de faire votre... Je vais lire la suite et je vous partage ce qu'il y a de plus. Ah, c'est vraiment intéressant. L'enveloppe électrique de la Terre, ça c'est le chapitre. Bon, voilà, ils expliquent bien que c'est un système électrique complexe, la Terre, et qu'elle a une respiration électrique qui sont les fréquences de Schumann, respirant à 7,83 Hz avec des harmoniques à 14, 20, 26, 32 Hz, appelées les très basses fréquences. Et c'est grâce à ce système que la vie a pu se développer, et que tous les organismes vivants se sont imprégnés de ces valeurs physiques. Et donc nos rythmes cérébraux se situent dans ces plages de fréquences comme le rythme alpha entre 8 et 13. Voilà. Donc nous on voit certaines fréquences visibles du spectre électromagnétique. Certains animaux en voient d'autres, comme les abeilles qui voient les ultraviolets, les serpents qui voient les infrarouges. Et par exemple, les animaux ont besoin de ces fréquences, ces bonnes fréquences, on va dire, par exemple, pour se mettre en mode d'hibernation. Et quand on les a mis dans une cage de Faraday qui isole complètement
des ondes et des fréquences électromagnétiques, ils ne se sont pas mis en mode, naturellement en mode d'hibernation. Waouh, et ils disent aussi que, ouais, effectivement, ils ont démontré scientifiquement que le vivant a besoin d'être baigné dans le système électromagnétique de notre environnement naturel pour bien fonctionner. Ils ont fait ça, c'était avec l'Institut Max Planck en 1967. Le physiologiste Rutger Wever, donc il a mis des personnes dans des chambres enterrées, une blindée et une non blindée. Donc seuls les sujets volontaires, donc les sujets qui étaient dans la chambre blindée se sont désynchronisés. Leur rythme, alors qu'est-ce qu'il dit, les rythmes circadiens se sont désynchronisés, et pour les autres, ben voilà, ils ont gardé un rythme cohérent proche de 24 heures. J'ai pas compris ce qu'il dit, mais voilà, le métabolisme continuait de fonctionner plus normalement. Par exemple, il fut démontré que l'acupuncture, dès 1950, que les méridiens donc, de l'acupuncture correspondent bel et bien à des circuits électriques. Donc cette médecine traditionnelle millénaire chinoise utilise bien les propriétés électriques en modifiant les connexions des méridiens, donc pour aider à ce que nos antennes captent mieux les flux électromagnétiques environnementaux. Et donc au début des années 1970, les physiciens atmosphériques découvrirent que le champ magnétique terrestre était passablement dérangé par l'activité électrique humaine, etc. Bon, ceci n'empêcha pas de lancer le projet HARP, il est temps que les gens découvrent ce que c'est ça, parce que H2ARP, pour délibérément modifier les propriétés électromagnétiques de notre planète. Alors, ils terminent, j'aime bien. De même, les ceintures de Van Allen nous protégeant des rayons cosmiques ont été déjà altérées par notre activité électrique. Ils ajoutent « Des observations satellites montrent que les rayonnements produits par les lignes de haute tension occultent souvent les rayonnements naturels des éclairs. » Ils terminent en disant « Dans ce contexte, il est logique de penser que les pandémies de grippe connues ces dernières décennies soient liées à l'activité électrique humaine. » Dans le chapitre suivant, il parle des porphyrines, ces molécules qui sont l'interface entre l'oxygène et la vie, qui sont sur nos nerfs, qui avec la myéline forment la gaine de nos nerfs. Et si des poisons environnementaux comme les produits chimiques ou les métaux toxiques viennent l'affecter, la gaine est altérée, ce qui change l'excitabilité des nerfs qui l'entourent. Donc le système nerveux entier devient alors hyperréactif aux stimulus de toute nature, comme les champs électromagnétiques. Le système entre dans un état d'instabilité divergente, l'effet devenant la cause. Donc ils ont par exemple vu aussi une autopsie que les cerveaux des personnes atteintes d'Alzheimer avaient 2 fois plus de zinc que les patients sains. Donc ils ont réussi à améliorer l'état de certaines personnes en faisant de la chélation du zinc, qui ont amélioré les conditions d'Alzheimer. La chélation, je ne sais plus comment on dit. Ouais, ils disent donc bien ces molécules sont hautement réactives et elles interagissent avec les métaux toxiques ou les éléments synthétiques issus du pétrole, les champs électromagnétiques, qui, s'ils sont en excès, provoquent la porphyrie, plus une sensibilité environnementale qu'une maladie. Et la porphyrie, découverte en 1891, affecte environ 10% de la population moderne, et son apparition est concomitante avec l'électrification générale de l'Occident dès 1889. Ils ajoutent les porphyrines sont centrales dans le smog électronique, non pas seulement à cause de l'hypersensibilité, la MCS, donc la sensibilité chimique multiple, ou la porphyrie, mais également en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, du fait qu'elles sont impliquées dans une multitude de processus énergétiques biologiques. Oh là là, je suis obligé de lire la suite. Oh là là, c'est passionnant, là, de nouveau. Alors, chapitre suivant, cœur irritable, ils appellent ça. Alors, donc ils ont remarqué que en 1980, les arrêts cardiaques chez les jeunes athlètes étaient rares. Seulement 9 cas sur l'année. Puis petit à petit, ça a doublé chaque année. Et ils ont donc en 2002 en Europe, un appel des médecins environnementaux allemands demandait un moratoire sur les antennes relais car leurs ondes provoquaient des troubles cardiovasculaires.
Ensuite, le docteur Samuel Milham, épidémiologiste du département de la santé américain, démontra dans ses travaux que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer sont largement, si pas entièrement, provoqués par l'électricité. Ensuite, une étude sur les animaux du zoo de Philadelphie montre que de 1916 à 1964, le taux de cholestérol chez les mammifères et les oiseaux augmenta d'une facteur de 10 à 20 alors que leur régime alimentaire était resté strictement le même. Le paramètre qui avait drastiquement changé était bien l'augmentation des radiofréquences. Ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de soldats se plaignit du symptôme similaire à la neurasthénie, dont on a parlé au début. D'abord, on pensa, selon la doctrine de Freud, qu'ils étaient infectés de troubles anxieux. Puis, une étude sur 144 cas fut menée par le docteur Mandel Cohen. Cette étude révéla qu'effectivement, ces soldats étaient physiologiquement moins résistants, avec un cœur irritable. Ils souffraient d'une difficulté d'assimilation de l'oxygène et devaient respirer 2 fois plus que leurs collègues en meilleure santé pour capter suffisamment d'oxygène. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit avant avec les porphyrines là, qui s'occupent des gaines qui sont liés à l'oxygène, justement. Et les symptômes des poumons là, qu'on entend avec le coronavirus actuellement. Donc la suite, il s'avéra que leur mitochondrie était inefficiente. Au bout du compte, il fut démontré que ces soldats étaient hypersensibles au sens général, mais en particulier à l'électricité. En Union soviétique, dès les années 1950, il fut aussi observé que les radiofréquences modifiaient les électrocardiogrammes des personnes exposées par la modification de l'efficacité des mitochondries. Les diagrammes des statistiques du nombre de morts par maladie cardiaque en fonction du degré d'électrification des États américains en 1931 et 1940 sont en outre également très explicites, ne laissant aucun doute quant à la toxicité des champs électromagnétiques sur le cœur, innocentant le cholestérol et l'alimentation jugée trop riche en graisse. C'est intéressant parce que dans le chapitre suivant, ils vont expliquer par rapport au diabète, en résumé, qu'en fait, c'est pas le taux de sucre et tout ça qui en est vraiment la cause. Ils prouvent à chaque fois que le régime alimentaire n'est pas changé, mais que c'est un autre facteur qui a fait déclarer ces diabètes. Et vous allez voir lesquels. Vous en doutez. C'est intéressant, on pourrait dire en résumé, le smog électrique qui agit donc sur les mitochondries, au chapitre précédent, on l'a vu, empêche une bonne utilisation du sucre absorbé, à savoir la combustion du sucre, donc qui n'est pas du coup converti en énergie mécanique, mais qui est stocké sous forme de graisse par l'organisme. Intéressant, hein. Donc maintenant je vais vous lire tout, le chapitre, la transformation du diabète. Alors, Thomas Edison, impliqué dans des découvertes liées à la technologie électrique et donc qui baignait dans des champs électromagnétiques, plus que le reste de ses concitoyens de l'époque, fut diagnostiqué d'une maladie fort rare en 1882, le diabète. Un autre chercheur, Graham Bell, actif dans le domaine de la télégraphie et inventeur du téléphone, était connu pour ses plaintes incessantes concernant ses symptômes de neurasthénie, appelée aujourd'hui hyper-électrosensibilité. En 1915, il fut diagnostiqué de diabète également. En 1876, l'ouvrage « Maladie des temps modernes » par Ward Richardson décrit le diabète comme une maladie moderne rare, causée par l'épuisement aux travaux mentaux ou par choc du système nerveux. Donc naturellement, l'apport excessif en sucre toxique et addictif dans notre alimentation moderne a la part belle pour expliquer qu'aujourd'hui le diabète, incluant le prédiabète, touche plus de la moitié des Américains. Mais l'explication est simpliste. Evan Jocelyn a montré qu'entre 1900 et 1917, l'apport en sucre avait augmenté de 17% alors que la mortalité par diabète avait doublé. Plus tard, en 1987, une étude sur les Amérindiens fut menée.
démontrant des proportions radicalement différentes de morts par diabète selon les territoires, variant de 7 pour 1000 dans le nord-ouest à 380 pour 1000 en Arizona. Et durant ces années, ni le mode de vie ni le régime alimentaire ne pouvaient justifier un pareil écart. Par contre, un facteur environnemental peut expliquer une telle différence. En effet, l'électrification des réserves d'Indiens fut inégalement menée et celle du nord-ouest, donc celle où il y en a 380 pour 1000, n'ont été électrifiées que bien plus tardivement. Par contre, la réserve... Ah non, c'est ça. La réserve d'Arizona, celle où il y en a 380 pour 1000, est située aux abords immédiats de Phoenix. Par ailleurs, donc, cette communauté indienne avait sa propre installation électrique et son entreprise de télécommunications. Un autre exemple était la population brésilienne, gros producteur de sucre depuis des siècles, qui ne connaissait pas le diabète en 1870, alors qu'il apparaissait déjà comme maladie de civilisation en Amérique du Nord. Aujourd'hui encore, les Brésiliens consomment 70 kg de sucre raffiné par an et par personne, plus que les Nord-Américains. Et malgré cela, ils ont passé 2,5 fois moins... ils ont 2,5 fois moins de cas de diabète qu'aux États-Unis. Au Bhoutan, le diabète était pratiquement inexistant jusqu'en 2002. Après que l'électrification du pays ait commencé, en 2004, donc 634 nouveaux cas de diabète furent annoncés. En 2005, 944. En 2006, 1470. En 2007, 2540 avec 15 morts. En 2012, on dénombra 91 morts et le diabète était la 8e cause de mortalité dans le pays, malgré que le régime alimentaire n'avait pas changé. Intéressant. Donc voilà, le smog électrique, comme je l'ai dit plus haut, agissant sur les mitochondries, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, empêche une bonne utilisation du sucre absorbé, à savoir la combustion du sucre, celui-ci ne pouvant pas être converti en énergie mécanique et stocké sous forme de graisse par l'organisme. Les diagrammes des statistiques du nombre de morts par diabète en fonction du degré d'électrification des États américains en 1931 et 1940 sont en outre également très explicites. Comme je l'ai dit, je crois que je l'avais lu. Je l'ai lu ? Je ne sais plus. Ne laissant aucun doute quant à l'implication des champs électromagnétiques sur l'apparition du diabète à grande échelle, innocentant la consommation de sucre dans une certaine mesure. En 1997, on note aux États-Unis une augmentation des cas de diabète de 31% sur une année. Elle correspond exactement à l'introduction massive des téléphones cellulaires dans ce pays. Bon, je vais continuer à faire la lecture là de ce chapitre. Je vais résumer les suivants, mais ici, le cancer et le déficit de vie. Je suis obligé de tout vous lire parce que c'est très intéressant. En février 2011, la Cour suprême d'Italie accusa le cardinal Roberto Tucci, président sortant de Radio Vatican, d'avoir créé par négligence une nuisance publique en polluant l'environnement de radiofréquences. En effet, dans les périodes de 1997 à 2003, les enfants demeurant dans un rayon de 12 km des antennes eurent des taux de leucémie, lymphome ou myélome 8 fois supérieurs à ceux qui résidaient à une plus grande distance. Il en alla de même pour les adultes avec un taux 7 fois supérieur. Otto Heinrich Warburg, docteur et professeur allemand, prix Nobel de médecine en 1931, démontra que le cancer est une régression des cellules privées d'oxygène, les poussant à se multiplier anarchiquement comme dans un monde primitif où l'oxygène n'était pas présent tel qu'il l'est aujourd'hui. La privation d'oxygène initiale est-elle due à un dysfonctionnement des mitochondries ? La privation d'oxygène initiale est elle-même due à un dysfonctionnement des mitochondries, dont on a vu ci-dessus qu'il peut être provoqué par les champs électromagnétiques ou d'autres polluants comme la fumée, les pesticides, les additifs alimentaires et la pollution de l'air. C'est très intéressant parce que justement, je fais une petite référence là à Wuhan. Avant la déclaration de la pandémie, la dénomination de pandémie, le cachet pandémie, défini en fonction de certains critères. Je veux dire, c'est pas... voilà. À Wuhan, il y avait des protestations en permanence contre la pollution,
de l'air, de l'eau. Alors ensuite, la malbouffe, voilà. Mais c'est intéressant de savoir ça. Voilà. Alors le même principe de déficit d'oxygène aux cellules est valable pour le diabète. Et c'est pourquoi on trouve un taux plus élevé de cancer chez les diabétiques que dans le reste de la population. Vraiment intéressant. Aux eaux de Philadelphie, dans la période de 1901 à 1955, on nota une élévation du taux de tumeurs malignes chez les mammifères, variant entre 2 fois et 22 fois plus entre les deux dates. Des statistiques de mort par cancer montrent une bonne corrélation entre l'électrification des pays et le taux de cancer. Par exemple, aux États-Unis, sur la période de 1841 à 1850, le taux était de 6,6 pour 1000. Il fit plus que doubler pour la prochaine période de 1851 à 1860, avec un taux de 14 pour 1000. L'explication est fournie par le déploiement massif du télégraphe en 1854, donc durant cette période. En 1914, parmi les 63 000 Amérindiens vivant dans des réserves sans électrification, on dénombra 2 morts par cancer, alors que dans le reste du pays, le taux de mortalité par cancer était 25 fois plus élevé. Entre 1920 et 1921, la mortalité par cancer augmenta entre 3 et 10% dans les pays occidentaux, suite à l'introduction des premières stations d'émission radio AM, fréquence AM. Ensuite, les chercheurs suédois Olle Johansson et Örjan Hallberg démontrèrent une nette corrélation entre les taux de cancer du sein, de la prostate et des poumons avec l'exposition de la population aux radiofréquences. Oh là, c'est intéressant la suite. Bon, ils ont consigné une augmentation significative de ces taux en 1920, 55 et 69 et une diminution en 78. Donc, ces dates, ça correspond à l'évolution du smog provoqué par les radiofréquences, respectivement l'introduction de la radio AM, celle de la radio FM et la TV1, puis l'arrivée de la TV2 en couleur, puis la diminution dont il parlait en 78 par cessation des émissions en radio AM. Donc ces mêmes chercheurs ont également découvert une excellente corrélation linéaire entre le nombre d'émetteurs radio FM par unité de surface et l'incidence des mélanomes, les endroits exposés ayant 11 fois plus de mélanomes que les zones blanches. De plus, ils ont mis en évidence que les mélanomes, alors là c'est intéressant, ils ont mis en évidence que les mélanomes n'apparaissaient que rarement sur les zones du corps les plus exposées au soleil, comme le front, le nez, les épaules et les pieds, mais plutôt aux endroits du corps habituellement protégés du soleil. Qui plus est, la prolifération des cancers de la peau arriva avant la mode des vacances balnéaires où l'exposition solaire est intense. La démonstration est faite que les mélanomes ne sont pas l'objet principal du soleil, mais celui des radiofréquences. Boum! À nouveau, comme plus haut, pour les diabètes, les diagrammes des statistiques de la mortalité par cancer en fonction du degré d'électrification des États américains en 1931 et 1940 sont en outre également très explicites, tels qu'ils le sont pour le diabète et les maladies cardiovasculaires, ne laissant aucun doute quant à l'implication des champs électromagnétiques sur la prolifération des cancers. Intéressant, les données honnêtes concernant les tumeurs du cerveau sont rares, car le lobby de la téléphonie mobile s'est infiltré depuis des décennies dans ce milieu pour mandater des études biaisées, l'une d'elles montrant même une diminution de l'incidence de tumeurs corrélée à l'usage intensif du téléphone cellulaire. Toutefois, l'université de Calgary mit en évidence une augmentation de 30% d'incidence de tumeurs malignes du cerveau sur la période de 2012 à 2013, et Lennart Hardell, professeur en oncologie à l'hôpital universitaire de Örebro en Suède, démontra que 2000 heures d'usage d'un cellulaire augmente le risque de tumeur d'un facteur compris entre 3 et 8, dépendant de l'âge du sujet et de ses habitudes téléphoniques. On termine avec ceci. En 2000, Neil Cherry analysa les taux de cancer des enfants de San Francisco en fonction de la distance entre leur résidence et l'émetteur télévision et radio FM
Sutro Tower. Les enfants vivant sur des collines ou sur des crêtes furent plus touchés. Ceux qui vivaient à moins de 1 km de l'antenne eurent des occurrences 9 fois supérieures de leucémie, 15 fois plus pour le lymphome, 31 fois pour le cancer du cerveau. Dans l'ensemble, un taux 18 fois supérieur à ceux qui vivaient en dehors de ce rayon de 1 km. C'est une bombe, hein. Waouh. Alors pour la suite, il reprécise pour la longévité de la vie qu'il y a une pollution, la pollution aux champs électromagnétiques artificiels, hein, pas ceux de la planète, c'est ça qu'ils veulent dire, naturelle de la planète. Cette pollution qui ne cesse de croître exerce des forces extérieures sur les électrons de nos mitochondries, dont on a parlé plus haut, les ralentissant, privant nos cellules d'oxygène et provoquant les symptômes de l'électrosensibilité. Ensuite, il parle d'une femme, ils avaient fait des études, d'une femme qui commençait à entendre le son de l'électricité. Et donc, ils ont fait des études sur les oreilles, sur les cils de l'oreille interne. Et donc, le gel qui est là, hein, fait partie de notre système bioélectronique et qui va convertir les ondes sonores en signal électrique. Et ils expliquent que tout ça est lié aux acouphènes. Que les acouphènes sont liés à tout ça. Aujourd'hui, environ 44% des adultes américains ont des acouphènes à divers niveaux d'intensité. Alors qu'en Suède, le nombre de jeunes affectés était de 12% en 1997, il est de 42% en 2006. Donc ces bruits parasites sont en grande partie le résultat d'un environnement fortement pollué en champs électromagnétiques artificiels de toute nature. Donc les acouphènes, on se demandait d'où ça vient. C'est intéressant aussi. Donc ensuite, dans le chapitre suivant, ils vont parler des abeilles, des oiseaux, des arbres et des humains. De nouvelles études. Donc ils vont montrer par exemple que les moineaux, dans les lieux les plus irradiés de radiofréquence, ils vont plus pouvoir vivre. Que le comportement des cigognes aussi change, qui sont plutôt à se battre dans le couple, plutôt que de créer un nid et couver les œufs, quand ils sont proches des antennes relais. Il disait 200 mètres là. Ensuite, le Royaume-Uni a classifié le moineau domestique comme espèce en voie de disparition après que sa population ait décliné de 75% entre 1994 et 2002, période qui coïncide avec le déploiement de la téléphonie mobile. Les éleveurs de pigeons voyageurs de plusieurs continents constatent que jusqu'à 90% des volatiles lâchés ne retrouvent pas le chemin de retour au pigeonnier, alors que traditionnellement cette proportion était négligeable. En 2000, les éleveurs anglais tentèrent de modifier le trajet de la course afin d'éviter les antennes relais pour laisser une meilleure chance aux pigeons. Voilà, et aussi une étude des biologistes qui s'interrogeaient sur les puces RFID de localisation par radiofréquence attachées aux animaux, qui modifient radicalement leur comportement. Dans des milieux pollués par les champs électromagnétiques, les pinsons n'arrivent pas à s'orienter pour la migration, alors que dans des cages de Faraday, ils y parviennent. Une expérience sur les têtards de crapauds élevés dans 2 bassins distincts à 140 mètres d'une antenne relais, l'un sans blindage électromagnétique et l'autre avec, montra un taux de mortalité de respectivement 90% et 4%. Donc taux de mortalité évidemment de 90% sans le blindage électromagnétique. Donc il parle aussi des insectes, des effets stressants sur nos vies à nous et sur les insectes, donc qui sont pires que les produits chimiques ou les champs électromagnétiques basse fréquence. Pour les abeilles, c'est intéressant, avec l'île de White dont on a déjà parlé, ils ont démontré, le docteur Daniel Favre en Suisse a démontré qu'en présence de micro-ondes, les abeilles émettent le son typique entendu lors de l'essaimage, ce qui porte à croire que les insectes veulent fuir la source d'émission. Communément, on incrimine le varroa dans le syndrome d'effondrement des colonies, mais on oublie que cette mythe a cohabité durant longtemps avec les abeilles. On incrimine également les pesticides, mais comme on l'a vu plus haut, les abeilles de l'île de White avaient bien disparu à 90% sans que l'endroit n'ait été traité aux pesticides. La véritable cause de l'effondrement des colonies, ce sont les champs électromagnétiques humains, spécialement la téléphonie mobile. Waouh, il parle pour les arbres, là c'est intéressant aussi que les anneaux de croissance des arbres ont été compressés quand on fait une coupe et qu'on observait.
mais seulement du côté d'où venaient les radiations d'une antenne radio, tu vois, à ondes courtes, avec des puissances d'émission solides. Là, c'était en Suisse, ils ont fait l'étude. Elle fut installée en 1939, et donc la puissance fut augmentée à 450 kW en 1954, s'ensuivit une dégradation de la santé des habitants, qui se plaignaient évidemment des symptômes propres à l'électrosensibilité, des soucis des enfants dans les écoles, pour les études, pour le travail. Donc là, les arbres, c'est les anneaux de croissance, c'est fou. Ils avaient fait aussi une étude sur les arbres. Voilà, que quand il y a eu une antenne, oui, la mort des forêts, ils ont observé en 1980 la mort des forêts. Le blâme avait été jeté sur les pluies acides, mais bon, il affectait malgré tout les arbres qui étaient baignés dans de l'air pur, quoi. Et des recherches en Allemagne et en Suisse ont pu montrer que la forêt, donc, ça provenait des ondes radar qui ont été installées. Voilà, et que ceux qui étaient le plus touchés, c'était ceux qui étaient exposés sur des crêtes. Comme on l'a dit précédemment avec les enfants, là. Ah oui, ils ont donc, voilà, pour les cercles de croissance des arbres, ont été nettement moins larges dès qu'il y a eu des installations des radars Skruda, des gigantesques radars russes Skruda après la chute du mur, donc qui irradiaient fortement la région de l'ouest. Et par rapport à, donc en Suisse, là, avec les ondes qui ont compressé les cercles de croissance des arbres et puis les problèmes liés aux enfants, là, enfin les problèmes que les enfants ont, le 28 mars 1998, l'émetteur de cette antenne fut arrêté et une étude avant-après fut réalisée, démontrant que le taux de mélatonine des 58 sujets testés remonta. Un villageois de 50 ans put enfin dormir une nuit complète sans interruption pour la première fois de sa vie. Le 29 mai, donc intéressant de se poser la question, du coup pour le sommeil, hein, pour les problèmes de sommeil. Le 29 mai 1996, Philippe Roch, directeur de l'Office de l'environnement, déclara qu'une corrélation entre les troubles du sommeil et les opérations de transmission était prouvée. Il termine en disant « Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour pouvoir dire « ton cellulaire me tue plutôt que je suis électrosensible ». Bon, bah, tant qu'à faire, je vais vous lire le dernier chapitre qui est voilà, le beau final. Parce que tout est intéressant. On en est déjà à 42 minutes, mais ça vaut la peine d'écouter. C'est plus simple d'écouter que de lire tout ça. Comme ça, vous pouvez l'écouter en faisant la vaisselle ou toute autre chose. Alors, bon. Nombre de gens souffrent de céphalée à cause de l'usage de leur cellulaire. En 2010, 2/3 des étudiants à l'université ukrainienne interrogés admirent le fait. La question étant qu'il n'est pas socialement acceptable de l'admettre ouvertement. Madame Gros Harlem Brundtland était EHS, électrosensible, hyper-électrosensible, alors qu'elle prenait la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Elle ne s'en cachait pas, mais un an plus tard, elle a dû laisser sa place. Les autres personnages publics de haut rang ne répéteront pas son expérience. J'ai pas bien compris ce qu'ils veulent dire. Bon, bref, seule une minorité des personnes souffrant de la pollution électromagnétique savent de quoi elles souffrent, alors qu'une large majorité l'ignore. La population entière est électrocutée à distance, et l'on doit presque s'excuser d'être électrosensible. Ou plus exactement, électro-hypersensible. Comme si on devait s'excuser d'être cyanure hypersensible, quoi. Car la vérité est que l'électricité telle qu'utilisée actuellement est toxique. Alors je vous refais une petite référence à quelque chose que j'avais lu, ou que j'avais entendu justement de ce David Icke, de ce que j'ai posté justement, j'avais posté cette interview de David Icke et Brian Rose, qui en parle justement. Et comme par hasard, c'était censuré. Ça a été censuré à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Vous pourrez la voir aussi.
sur ce que Facebook m'a dit. Hein. Donc c'est très intéressant parce que là, ça se corrèle très très bien avec ça. Et étonnamment, Facebook, Google les bloquent. Donc il est temps que vous compreniez, quoi. Voilà. Alors, donc la toxicité de l'électricité sur nos cellules, créant des effets de grippe. Bon, tout ça, c'est ce que vous pouvez comprendre. Après, là, tout ce qu'on a déjà entendu dans ce document. D'ailleurs, les graphes statistiques montrent clairement une augmentation de la mortalité des citoyens de 9 villes américaines, peu après la mise en service des premières antennes relais. Cette surmortalité va de 25 à plus de 80%. Une enquête demandant aux New-Yorkais de s'annoncer si un certain nombre de symptômes relatifs à l'EHS étaient apparus chez eux à partir du 15 novembre 1996 par le biais d'un journal quotidien, récolta donc des centaines de témoignages, toutes classes raciales ou sociales confondues. La date en question était celle de la mise en service du premier réseau de téléphonie mobile cellulaire. L'organisation Cellular Phone Task Force, qu'Arthur Furstenberg a démarré en 1996, croule sous les demandes d'aide de personnes blessées par les radiofréquences micro-ondes. Il semble qu'il n'y ait bientôt plus nulle part où aller, tant les émetteurs de toute nature ont proliféré, tant Wi-Fi que WiMAX, stations radar ou encore les irradiations venant du ciel comme les satellites de télécommunications. Pour Ole Johansen du célèbre institut Karolinska, décernant les prix Nobel de médecine, s'occupa dès 1977 de démontrer les effets du smog électronique sur le vivant. Donc il faut commencer à bien utiliser les mots. Le smog électronique, la toxicité, qui tue en fait, qui crée toutes ces maladies, on nous dit oui c'est le sucre, le diabète, oui c'est le machin. Le succès de ces études le marginalisa dans son institut. Les budgets pour ses recherches disparurent. Il reçut des menaces de mort et à une occasion il échappa de peu à une tentative de meurtre par sabotage de sa moto. Malgré tout, il continue d'informer le monde sur la vérité pour défendre entre autres les EHS dont la vie est un enfer sur Terre. Il est dégoûté de la façon dont les autorités de pays soi-disant démocratiques laissent tomber les victimes des radiofréquences. Donc les pays soi-disant démocratiques, ouais, ça c'est clair. Tout le monde va bien comprendre maintenant, par ce genre d'article, ce qui se passe réellement. Alors, le docteur Erika Mallory Blight a la double nationalité anglaise et américaine. Termina ses études en 1998. En 2007, suivant son mari pilote de F-16 aux États-Unis, elle devint sévèrement atteinte par le HS à son insu. Donc ses recherches Internet lui permirent enfin de comprendre ce qui lui arrivait. Elle se demanda en tant que médecin comment une atteinte aussi profonde et invalidante pouvait exister sans qu'elle n'en ait jamais entendu parler dans sa profession. Par acquis de conscience, elle décida de se soumettre à un IRM afin d'éliminer tout risque de cancer du cerveau. Elle crut que sa fin était imminente, alors que les pulsations haute fréquence furent enclenchées. Elle retrouva toute sa santé et sa vitalité à la Death Valley, épargnée des radiofréquences. Intéressant ça. Wow. Désormais, elle se consacre à informer et aider les personnes EHS totalement laissées pour compte par les autorités. Yuri Grigoriev, considéré comme le grand-père de la recherche sur le CEM en Russie, est très inquiet pour les jeunes en particulier, tout en mentionnant que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on expose ouvertement son cerveau aux micro-ondes, ce qui est grave aux yeux d'un radiobiologiste. Il cite notamment une étude coréenne démontrant que le trouble du déficit de l'attention, ADHD, chez les enfants va de pair avec l'usage du cellulaire connecté. Leif Salford, un neurochirurgien suédois et son équipe, prouva dans la fin des années 1990 que le cellulaire rend perméable la barrière hémato-encéphalique, provoquant la maladie d'Alzheimer. En 2003, ils démontrèrent qu'une exposition unique de seulement 2 heures laisse des dommages permanents au cerveau. En 2015, des scientifiques turcs irradièrent des rats, 1 heure par jour, pendant 1 mois, au moyen d'ondes typiques de téléphone cellulaire. Les rats irradiés avaient 10% de moins de cellules cérébrales que ceux qui avaient été épargnés. La même équipe expérimenta sur des rattes portantes pendant 9 jours au même taux de radiation. Leur descendance montrait des dégénérescences de leur cerveau,
moelle épinière, cœur, rein, foie, rate, thymus et testicules. La même expérience répétée sur des jeunes rats provoqua une atrophie de la moelle épinière avec diminution de la myéline, celle dont on a parlé plus haut, similaire à ce qu'on observe dans la sclérose en plaques. Oh là là, désolé, mais vous avez mes réactions en live. En septembre 1998, on est presque à la fin là. Les 66 premiers satellites de la téléphonie spatiale furent mis en service en 98, septembre 98, causant un accroissement de la mortalité nationale américaine de près de 5% durant les 2 semaines suivantes. Durant la même période, on observa que les oiseaux ne volaient plus et les personnes EHS étaient spécialement malades. Aujourd'hui, nous sommes survolés par environ 1100 satellites artificiels. Mais plusieurs entreprises projettent de lancer jusqu'à 4600 nouveaux satellites de communication, chacune d'ici 2020. Et ça s'accélère, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez le remarqué, vous allez le voir dans ma vidéo aussi, ça s'accélère maintenant pendant la pandémie où tout le monde est chez soi, ne peut plus protester, plus rien. Donc voilà, ils ont reçu l'agrément, voilà, le ciel est privatisé donc de la planète, bientôt l'univers va être privatisé. Comme les puits de pétrole, voilà, on a décidé que c'était à certaines sociétés privées, tout ce qui appartient à la planète depuis dès qu'elle existe, qui devrait être distribué à tous les êtres humains, a été privatisé pour telle société. On a dit, voilà, le puits de pétrole, de ce truc de millénaire, même plus que ça, voilà, ça va, et des gens vont pouvoir faire du profit là-dessus, voilà. C'est intéressant. Donc voilà, pour 2020, toutes ces sociétés vont pouvoir, donc Google, Facebook, SpaceX, OneWeb et Samsung vont couvrir la planète. En 1968, même la première flottille de 28 satellites militaires, en 1968, la première flottille de 28 satellites militaires provoqua une pandémie de grippe mondiale. Contrairement aux antennes relais dont les radiations sont très atténuées en arrivant dans la magnétosphère, les satellites agissent directement sur celle-ci, selon des mécanismes encore mal compris, compromettant la vie sur Terre. Nous oublions les avertissements de Ross Hadday, le grand-père de la bioélectromagnétique et du physicien atmosphérique Neil Cherry, que nous sommes électriquement réglés pour le monde nous entourant et que le niveau d'exposition en radiofréquence sûre est 0. Donc le besoin urgent d'agir contre cette initiative potentiellement catastrophique peut être réalisé en s'approchant de l'association Global Union Against Radiation Deployment from Space, GWARDS. En 2014, le médecin Tetsuharu Shinyo publia une étude avant-après. Il évalua la santé de 122 habitants d'un immeuble sur lequel étaient installées des antennes relais. 21 souffraient de fatigue chronique, 14 de vertige ou de maladie de Ménière, 14 de céphalée, 17 de douleurs ou infections oculaires, 14 d'insomnie, 10 de saignement de nez chronique. 5 mois après que les antennes aient été éliminées, il ne subsista que 2 cas d'insomnie, 1 cas de vertige et 1 cas de céphalée. L'urgence en matière de droits humains, qui touche des centaines de millions de citoyens à l'échelle planétaire, et l'urgence environnementale menaçant d'extinction de si nombreuses espèces végétales et animales, doit être affrontée avec clairvoyance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pris le temps de faire ça pendant près d'1 heure là, mais je pense que c'est important de l'écouter, de la réécouter, de le partager. Et c'est ça, agir aussi, c'est partager ces informations. Donc voilà, en plus de ces informations, il faut partager plein de thérapeutes qui partagent des informations utiles aussi. Voilà, donc ciao et voilà, j'espère que ça vous aura bien intéressé. Pour le fun, j'ai juste une petite information là qui vient de me traverser l'esprit. Il cite bien que Facebook fait partie de ceux qui envoient aussi les satellites. Donc,
sachant que c'est justement les mêmes qui bloquent vraiment, qui censurent, c'est-à-dire ils censurent tous les articles et toutes les vidéos qui parlent de la corrélation entre les ondes électromagnétiques pulsées de 5G et l'accélération de déploiement des satellites et la toxicité exagérée actuellement, la toxicité avancée des corps humains et donc la 5G et le coronavirus, pardon. Donc voilà, très intéressant, très intéressant.